Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur le Rhin, ici en direct de la porte de Versailles, le salon de l'innovation dans l'immobilier, real estate and new tech. On va parler recrutement, quelles sont les tendances pour cette année 2022, prospectives pour 2023, quelles sont peut-être les difficultés, quels sont les nouveaux moyens de recruter. C'est ce qu'on va voir avec l'ensemble de nos invités. On parlera également formation, c'est très important. Je suis très heureux d'être en compagnie de Jeanne Massa. Bonjour Jeanne. Bonjour Fabrice. Cofondatrice d'Habiteo et membre émérite, fondatrice de la PropTech. Hein. Vous étiez au tout début. Au tout début de l'association de la French PropTech. Ouais, French PropTech. Alors, avec vous, on parlera justement de comment ça se développe pour vous, les défis auxquels vous êtes confrontés justement quand on parle de recrutement, quel type de profil on recherche aujourd'hui dans la PropTech. Est-ce que c'est compliqué, en 2022 de recruter? Vous allez nous dire ça dans un instant. Ouais. On est ravis d'accueillir également un spécialiste justement du recrutement. C'est le patron et fondateur de Recrutimo, Antoine Ménard. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors vous venez avec des études très très sérieuses, le recrutement des candidats, vous avez fait un petit livret même qu'on peut trouver sur votre stand et vous nous direz également quels sont les enjeux du recrutement en immobilier. Avec plaisir. Veut également et on a besoin de témoignages sur le terrain. Comment ça se passe chez Orpi par exemple? C'est Karine Giraud, la présidente du GIE de Lyon Orpi qui va nous en parler. Bonjour Karine, bienvenue. Bonjour, ça se passe super bien, comme d'habitude. Ah oui? On a la pêche, alors c'est différent, oui. Mais on considère que ce n'est pas plus dur. D'accord. Vous allez nous dire ça dans un instant. Et puis on a également, à part le GIE de Lyon, on va changer de région, également avec Jean-François Bastide, le président du GIE, toujours chez Orpi, du Tarn-et-Garonne. Bonjour Jean-François. Bonjour. Bon, même son de cloche et Orpi Tarn-et-Garonne, là, le recrutement, ça se passe bien? Le recrutement est un petit peu plus compliqué, mais on a dû s'adapter et on a trouvé des solutions quand même. Voilà, et enfin, il va nous parler, quant à lui, de tout ce qui est formation. C'est David Givaudan. Bonjour David. Bonjour. Directeur adjoint d'exploitation du réseau Orpi. Et avec vous, on va voir comment cette formation, elle est aussi un synonyme d'attractivité pour une marque employeur. Quand on a une forte formation, on peut attirer comme ça des talents. Peut-être certains dans l'assistance, peut-être certains dans ceux qui nous regardent vont se retrouver et se dire, tiens, pourquoi pas? Je passe tout de suite la parole à notre spécialiste Antoine Ménard, Recrutimo. Les tendances pour 2022, est-ce que vous avez des chiffres à nous communiquer? Oui, j'ai quelques chiffres. Comme vous l'avez dit, on sort une étude chaque année, donc on vient de sortir la 2022. J'apprends pas grand-chose à grand monde, mais le marché est toujours aussi tendu. Donc quand on interroge les recruteurs, c'est 91% des recruteurs qui nous disent que c'est très difficile de recruter. Et en face, quand on interroge les candidats pour montrer à quel point c'est tendu, c'est 86% d'entre eux qui sont sollicités au moins une fois au cours des 6 derniers mois pour changer de job. Donc c'est-à-dire quand ils sont même en poste, oui, les concurrents viennent les chercher dans les agences directement. Donc il y a une vraie grosse tension qui reste forte sur le marché. Ça c'est intéressant pour ceux qui ont poste et qui sont chassés parce que c'est vrai qu'il y a des boulots où on n'a pas beaucoup de mobilité. Là on sait que dès qu'on est en poste finalement il y a quelqu'un qui va venir, dès que vous êtes un peu bon peut-être qu'on va venir vous débaucher. En fait quand on est en poste on peut venir se faire débaucher et puis quand on n'est pas en poste on trouve facilement. C'est-à-dire que vraiment quand on les interroge eux disent que c'est facile de trouver un métier dans l'immobilier. Ouais. Quand on regarde justement, et je pense que tout le monde ici en a conscience, quand on regarde tout ce qui est affichage, c'est vrai dans la rue, publicité, on voit ce besoin de recruter dans les grands réseaux immobiliers. C'est le cas chez Orpi, il y avait une très belle campagne que vous avez fait en début d'année. Première question, est-ce que ça a bien fonctionné et est-ce que vous recrutez facilement, Karine Hérault? Alors, ça a bien fonctionné. Maintenant, c'est à nous, sur le terrain, de faire le reste du travail. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter de recevoir des nouveaux profils. Il faut être en capacité de les accompagner, de leur donner envie, parce que la première marche en immobilier, elle peut être difficile à gravir. Et il faut leur donner envie de rester. Et ça, on ne peut le faire qu'en leur transmettant des valeurs, du savoir, du savoir-être. Qu'est-ce qu'ils demandent, les candidats? Il y en a peut-être dans la salle, là, ou ceux qui nous écoutent, qui se disent, tiens, moi je suis tenté par ces métiers de l'immobilier. Qu'est-ce qu'ils vous demandent quand ils poussent la porte, là, quand ils viennent vous voir? Alors, pour l'instant, ils sont quand même souvent bercés par les images de l'immobilier. Donc, les images de la télé, nos concurrents comme Stéphane Pazza, nos confrères qui nous font une bonne publicité au niveau immobilier. Et c'est vrai qu'ils ont plutôt ça en tête. Après, c'est à nous de leur décrire l'envers du décor et de montrer tous les éléments professionnels, techniques que ce métier comporte.
Ouais, donc vous leur vendrez pas de la poudre aux œufs, finalement, vous leur dites, Non. voilà, aussi, il y a des difficultés, ça peut être compliqué, ça peut être technique comme métier. Voilà, il faut d'abord qu'ils aiment les gens, qu'ils aient envie de leur rendre service, de se rendre utile. Et il faut aimer être au contact. Et déjà, quand on a ça, c'est une excellente première base. C'est vrai. Est-ce que vous demandez, on parle beaucoup en ce moment de tout ce qui est soft skills, c'est-à-dire, à part la technicité qu'on n'a pas forcément quand on est débutant, ou ouais, voilà, est-ce que c'est quelque chose que vous essayez d'évaluer ? Je suis une convaincue du savoir-être en entreprise et pour moi, Merci de traduire. c'est le premier élément que j'attends chez une personne qui a envie de rentrer dans mon agence ou plus largement chez Orpi. Jean-François, du côté du Tarn-et-Garonne, qu'est-ce qu'on dit aux aspirants candidats ? Alors on dit un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va surtout regarder le savoir-être des candidats, leurs valeurs. Et ensuite, la compétence, ça, c'est notre partie à nous. C'est-à-dire que c'est à nous de leur apporter cette compétence par de la formation, par de l'accompagnement au quotidien. Donc on est aidé par le réseau, puisqu'on a aujourd'hui des centres de formation régionaux qui nous permettent en fait d'accueillir des nouveaux candidats, de leur faire un premier parcours de formation en proximité et d'une semaine. Et ensuite, on va les accompagner au quotidien, toutes les semaines, tous les mois, avec des entretiens pour mesurer leur progrès. Ouais. Et leur faire découvrir toutes les facettes du métier et les faire monter en compétences. Voilà. Dans les nouveaux que vous intégrez chez Orpi, est-ce que ce sont des gens qui sont plutôt chevronnés ou des débutants justement ? Alors, la majorité sont des débutants et des gens notamment en reconversion qui changent complètement d'horizon professionnel. Ouais. D'ailleurs, c'est un petit peu le Covid qui a peut-être accéléré ça aussi. Les gens qui ont ça a créé des vocations. De se poser des questions, tiens, j'ai envie de changer. Et donc, avec des gens qu'on va former, qui ne connaissent pas du tout le métier, mais qu'on va accompagner. Et on a un petit secret aussi, c'est qu'on va leur proposer de progresser soit dans le métier dans lequel ils postulent, mais aussi de pouvoir changer ensuite, puisque chez Orpi, il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui patrons d'agence, qui ont d'abord été collaborateurs, oui. Des gens qui ont été assistantes, qui sont passés conseillers immobiliers, d'autres qui ont été conseillers, qui sont passés managers, etc. Donc on va leur permettre de choisir le métier et de pouvoir progresser soit dans leur métier, soit ensuite dans d'autres métiers en les formant. Ouais. C'est votre cas, tiens, justement. C'est mon cas. J'ai été conseiller chez Orpi, puis manager, puis patron. Et aujourd'hui associé, 5 agences, voilà. Ah, c'est aussi la démonstration qu'il y a un bel ascenseur dans des progressions comme ça, dans ces franchises ou ce modèle un petit peu différent chez Orpi de groupement. Coopératif, exactement. On va parler dans un instant avec Antoine de la reconversion, qui est, vous dites, un indispensable du recrutement en immobilier. Mais je voudrais avoir du côté, justement, de ce qui nous intéresse ici, l'innovation, les startups, la PropTech. Alors là, on est sur des métiers beaucoup plus techniques. Quand on voit toutes ces applications, toute cette digitalisation, Jeanne Massa, pour vous, comment ça se passe ? Est-ce que c'est des profils un petit peu différents ? On dit que c'est toujours aussi tendu. Est-ce que c'est vrai ? C'est tendu, c'est toujours aussi tendu, c'est compliqué de recruter des talents, de recruter des compétences. Là, toutes les personnes issues des filières techniques sont extrêmement demandées dès les écoles. Ceux qui font le bon recrutement, ils se positionnent sur les écoles pour aller chercher les futurs talents. Et un petit peu à la différence, alors le savoir-être est extrêmement important parce que dans une start-up, on vit des hauts et des bas et il faut savoir assumer tout ça et se dire je suis peut-être pas dans un environnement aussi sécuritaire que je pourrais l'être ailleurs. Un ascenseur social, oui aussi, parce que quelque part, on est sur des boîtes avec des forts potentiels et sur lesquels, quand on commence, on est parmi les premiers, on peut être stagiaire. On peut commencer notre contrat d'apprentissage et puis on peut être embauché et puis on peut se retrouver en poste de direction. Je vous raconterai l'histoire de ma directrice des opérations qui est rentrée en tant que stagiaire, est revenue en tant que customer success, responsable de la relation client, puis après elle est passée au produit et puis finalement elle est arrivée à la direction des opérations. Et c'est effectivement de belles histoires qu'on peut écrire sur des startups. Par contre, il nous faut des compétences au départ. Et les techs, pour les garder, et c'est surtout là, il faut pas qu'ils s'ennuient, en fait. Et ça, c'est complexe. Il faut avoir le projet,
qui est intéressant, qui les anime. Il faut qu'ils aient à chaque fois des problèmes à résoudre. Parce que ce qui les challenge, c'est ça, c'est d'avoir à chaque fois quelque chose à surmonter, à trouver. Donc l'innovation est importante. L'innovation, elle n'est pas one shot, elle est continue. Et donc ça, c'est des parties importantes pour pouvoir les retenir. C'est intéressant, il ne faut pas qu'ils s'ennuient. Bah ça, c'est quand même plus sympa. Et puis en plus, c'est des profils extrêmement chassés. On parlait, là, je pense que il n'y a pas un jour sans que leur boîte LinkedIn leur propose des nouvelles offres. On termine le tour de table avec David Givaudan. Le côté formation est important. On a parlé reconversion. Reconversion, ça veut dire que, voilà, comme on le disait, on a peut-être déjà une expérience, un savoir-être, certaines compétences techniques, mais pas toutes. Et là, la formation intervient justement pour non seulement retenir les gens, mais surtout aussi les attirer. David, expliquez-nous. Oui, alors j'irai dans l'autre sens, les attirer et puis les retenir. Donc bien évidemment que la question de la formation aujourd'hui répond au fait que les activités immobilières se sont extrêmement professionnalisées. C'est vrai. Elles sont devenues de plus en plus techniques, on a de plus en plus de technologies aujourd'hui. C'est bien d'avoir du savoir-être, on a beaucoup de profils commerciaux, des profils gestionnaires. Nous, c'est pas vraiment des techs qu'on a dans les agences, c'est plutôt des commerciaux et des gestionnaires qui sont pour autant avec leurs attentes aussi. Et donc on est dans une logique où il faut vraiment les nourrir, leur apporter également ce besoin de monter en compétences. En fait, on va se retrouver face aux candidats qu'on va avoir, souvent, notamment dans le cadre des personnes en reconversion, face à des personnes qui sont assez anxieuses, qui ont besoin d'être rassurées, qui ont besoin d'avoir des options et de se dire, voilà, je vais monter en compétences, je vais pouvoir gagner ma vie en pratiquant le métier tel que je l'imagine, dans les fantasmes ou dans ce qu'on peut voir au niveau des médias. Et je veux avoir la garantie que je peux bien pratiquer mon métier, que je peux bien gagner ma vie et que je peux avoir des options par la suite, soit d'évolution dans les métiers, soit d'évolution de façon plutôt verticale. Et donc la question de la formation, oui, répond à ces différents points, et ce notamment liés aux différents métiers que l'on peut avoir. Chez Orpi, on est par exemple sur différents métiers d'agence qu'on va avoir en transaction immobilière, en gestion locative, en gestion de copropriété, et puis également, entre autres, mais également en gestion professionnelle. Immobilier professionnel. Voilà, ce sont autant de métiers qui ont leur spécificité. Donc beaucoup de métiers. Vous disiez tout à l'heure, Karine, effectivement, des acteurs, des confrères comme Stéphane Plaza, c'est vrai que c'est une marque à lui tout seul, cet animateur bien célèbre qui s'est transformé effectivement en véritable enseigne. Ça redorait le blason de l'agent immobilier de voir quelqu'un comme ça qui réussit, qui aide les clients, qui est au contact, qui est sympathique. Je pense que chaque fois que les gens pensent à Stéphane Plaza, ça met plutôt le sourire. Il est dynamique, il est énergique et ça a donné une facette du métier, ça a redonné de l'engouement. Donc, je pense que c'est positif. Et puis, surtout, il parle d'immobilier. Donc, les gens qui viennent nous voir, on les sent quand même plus sachants, plus intéressés par ce qui se passe au niveau immobilier. Et donc, pour nous, c'est de la valeur ajoutée. Est-ce que les candidats, on dit souvent quand on va voir un employeur ou un futur employeur qu'il faut se renseigner, bien connaître le profil. Est-ce que les candidats que vous voyez, ils vous connaissent déjà? Ils ont entendu parler de Orpi, par exemple, ou pas trop finalement, ça pourrait être une autre marque? Ils nous connaissent. Alors, la particularité chez Orpi, c'est qu'on n'accueille pas nécessairement le tout venant et qu'on est quand même un filtre parce qu'on a des valeurs pour tout un tas de raisons. Et c'est vrai que, par exemple, accueillir quelqu'un en rendez-vous qui n'a pas pris la peine de se renseigner sur l'enseigne ou sur l'agence, ça peut malheureusement démontrer de la faiblesse de l'investissement qu'il aura pour la relation humaine ou pour son client. Et donc, c'est pas forcément des profils qui vont nous intéresser. Ça vous arrive de leur dire en face à face quand quelqu'un est insuffisamment préparé? Oui, on a plutôt tendance à écourter le rendez-vous mais bon, jusqu'à présent, on a de la chance parce qu'on arrive au préalable par l'échange téléphonique lors d'une éventuelle prise de rendez-vous de se rendre compte de la réelle volonté du candidat à intégrer une agence Orpi. Donc, normalement, on n'a pas besoin de s'en rendre compte en rendez-vous. Oui, agence Orpi ou autre. Jeanne Massat, je pense que si quelqu'un pousse la porte d'Habiteo pour proposer ses services,
il a intérêt à bien comprendre un peu, déjà s'être renseigné sur le modèle. Au moins savoir ce qu'on fait, oui, sur quel secteur on est, mais c'est arrivé qu'on ait des candidats qui arrivent un petit peu, comme ça, avec les mains dans les poches. Mais là, du coup, moi, je suis assez cash. Ouais. Et je leur dis tout simplement parce que là, ça, clairement, on va pas continuer. Mais je vous explique pourquoi. Parce que sur votre prochain entretien, ça vous servira. Donc voilà, à un moment donné, c'est aussi leur apporter ce genre de choses. Est-ce qu'on peut les aider aussi pour la suite? Mais on n'a pas que de la tech. Nous, on a tous les métiers et on a aussi des difficultés à recruter du commercial. On a des difficultés un petit peu, je pense, comme tout le monde. Aujourd'hui, c'est pas simple et le marché est tendu, on le sait. Et ce qui est intéressant, c'est toute la proposition de valeur qu'on peut leur apporter. Nos valeurs dans un sens, ce qui va les retenir, ce qui les attire, c'est aussi de voir que c'est des entreprises à dimension humaine, que quelque part ils vont pouvoir se retrouver dans des valeurs et que si on ne le retient pas, on n'a pas forcément non plus dans les startups le bon niveau de salaire immédiatement. Donc ça se compense avec peut-être plus de liberté sur certaines choses. Sur la tech, par exemple, c'est de dire vous développez pendant 5 jours et vous avez peut-être un jour où vous êtes libre de faire la recherche que vous voulez autour des produits qu'on travaille. Mais c'est des temps qui peuvent être disposés, donnés à chacun. Donc on apprend à gérer les choses différemment. Ouais. Et puis il y a ce challenge aussi et ce temps libre. On y reviendra. Je voudrais, Antoine, avec vous, qu'on regarde comment on fait sa recherche d'emploi aujourd'hui. On parle de plus en plus des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on va regarder? Comment on cherche aujourd'hui? C'est Internet majoritairement? Que font les candidats? Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que par rapport à tout ce que vous dites sur la personne qui vient en rendez-vous et qui est peu informée, c'est de moins en moins vrai. En tout cas, c'est ce que je constate. Parce qu'en fait, quand on les interroge, 98% des gens nous disent « Nous, on va en entretien ou on postule après s'être renseigné sur l'entreprise. » Et en fait, la démarche de recrutement, elle s'est totalement inversée. C'est-à-dire qu'auparavant, effectivement, on se disait, c'est un peu ce que vous dites, il faut que le salarié se soit renseigné pour montrer sa motivation. Et en fait, aujourd'hui, c'est complètement différent. C'est aujourd'hui, le salarié se renseigne pour savoir s'il a envie de travailler dans l'entreprise. Donc, c'est plus du tout la même approche. Et en fait, c'est à l'employeur aujourd'hui de savoir se vendre. C'est à nous de montrer que le candidat nous stimule, qu'on a des choses à lui offrir, comme le disait Jeanne, que chez nous, il va s'épanouir, que ça répond à toutes ses attentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il cherche des valeurs d'entreprise, il cherche une ambiance au travail, il cherche des perspectives d'évolution, il cherche, comme le disait David, quand on choisit une entreprise qui va nous intégrer correctement et qui va nous former correctement, immédiatement, puis dans le futur. Et donc, tout ça, en fait, le candidat, aujourd'hui, il se renseigne. Et évidemment, comment il se renseigne? Il se renseigne de manière digitale dans un premier temps, puisque tout est sur Internet. Il se renseigne. Alors, les réseaux sociaux, c'est une toute petite partie dans l'embauche, parce que un candidat aujourd'hui, il va pas sur les réseaux sociaux pour chercher du travail. Ça, c'est une bêtise. Il va peut-être voir sur les réseaux sociaux quelle est l'ambiance dans l'entreprise, parce que tout le monde se parle, mais c'est pas là-dessus qu'il va. Il va sur les plateformes digitales d'emploi, parce que c'est là où on va chercher du boulot. C'est comme quand on va chercher une maison ou un appartement, on va sur Se Loger, sur Bien Ici, sur Logikimo, sur les sites de Orpi, etc., etc. Mais on va pas aller chercher sur les réseaux sociaux sa maison. Donc vous dites 8 sur 10, c'est à peu près les job boards, c'est-à-dire les grands sites d'annonces? Oui, c'est ça, c'est les grands, les petits, peu importe les généralistes, les spécialisés, mais le job board, c'est l'endroit où on cherche du travail. Et donc, c'est l'endroit où il faut aller chercher les candidats. Ensuite, il y a Pôle emploi, quand même, qui reste... Alors, Pôle emploi est un job board, ouais. Même si on le distingue, parce que c'est un job board national, ouais. C'est le service public, mais ça fait partie des job boards. Et effectivement, sur Pôle emploi, les gens vont sur Pôle emploi. Et quand j'entends des recruteurs me dire « Non, mais Pôle emploi, c'est nul, moi, j'y vais pas », je dis « C'est bien dommage, parce que c'est quand même gratuit, et c'est un pourvoyeur de candidature. » Alors oui, peut-être que sur le volume, c'est pas toujours ce que l'on cherche, mais il y a toujours des candidats qui sont très bons à prendre. Exactement. Et puis, donc, quand même un petit peu les réseaux sociaux, mais c'est minoritaire. Oui. Les entreprises, elles recrutent comment? Alors, c'est là où c'est terrible, c'est-à-dire que quand on les interroge, déjà les entreprises nous disent « Moi, je recrute sans budget. Pour la moitié d'entre elles, c'est 0 € par an pour recruter. » Alors, en face, quand on nous dit que c'est difficile de recruter, c'est normal, puisque malheureusement, les services qu'on utilise pour recruter, ça coûte un peu d'argent. Donc déjà, il y a un problème de budget alloué. Et puis, quand on parle de budget, derrière, ils nous disent quoi? Ils nous disent, nous, je recrute en bouche à oreille ou sur les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, on ne parle pas de LinkedIn, parce que LinkedIn, ça coûte de l'argent. On parle de Facebook, on parle de Instagram ou autre. Des réseaux gratuits, finalement. Des réseaux gratuits. Et en fait, la difficulté, c'est que le réseau social, encore une fois, c'est un peu comme Pôle emploi. Si ça nous ramène une candidature ou deux, c'est très bien. Il ne faut pas s'en priver. Mais on ne peut pas baser sa stratégie de recrutement sur ce canal-là.
Si on est sur LinkedIn, pourquoi pas, c'est un réseau professionnel, mais ça coûte très cher. Mais sur les réseaux sociaux plus d'animation sociale, on va dire, ça ne suffit pas. Ouais. Alors justement, à fortiori des grands réseaux, Jean-François, on est sur quelle volumétrie là, Orpi au national? Ça recrute combien de personnes, vous savez, ou dans votre secteur? Je crois que sur les derniers mois, on était sur 500 offres d'emploi actives. Oui. Et alors, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que effectivement, les nouveaux candidats, quand ils arrivent, il y a une chose qu'ils font, notamment les jeunes, c'est qu'ils vont voir les avis clients. C'est-à-dire qu'ils postulent avant tout dans une entreprise dans laquelle on va bien s'occuper des clients. C'est-à-dire que si vous avez de très bons avis clients, ça veut dire qu'ils vont se dire qu'on va bien traiter les clients, sûrement on va bien traiter aussi les collaborateurs. Et donc c'est une vraie porte d'entrée aujourd'hui. C'est flagrant quand vous leur posez la question sur l'entretien, comment vous êtes venu, pourquoi vous avez postulé chez nous. Je suis allé sur Internet, j'ai regardé des informations sur votre entreprise, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'avis clients et de très bons avis clients. Voilà, ça c'est une vraie clé d'entrée. Et après, je suis d'accord, il faut investir. Aujourd'hui, nous, on a un community manager qui communique très régulièrement là-dessus, y compris en payant, pour pouvoir faire venir les talents. Et dans les startups, Jeanne, est-ce qu'on a un budget ou est-ce qu'on s'en remet au bouche à oreille ou au contact qu'on peut avoir? Non, je pense que nous, très clairement, dès le départ, on a investi. Alors, on a investi des tout petits budgets parce qu'on n'avait pas des gros budgets. Mais effectivement, on était sur des job boards. Effectivement, on s'est positionné. On a essayé de se construire une image au travers des job boards aussi. Et ensuite, on est passé aussi par peut-être des organismes qui étaient sur de la reconversion, parce qu'il y en a certains, des associations qui passent sur cette partie-là. Et pourquoi? Parce que la reconversion dans la tech, ça fonctionne aussi. On a eu des développeurs qui j'ai un ancien policier qui était dans nos équipes et qui a décidé de changer de vie, a fait un stage en informatique, un stage de développement dans cette nouvelle type d'école, et puis qui arrivent et qui finalement font des reconversions absolument extraordinaires. Donc non, on met du budget, des tout petits budgets parce qu'on n'en a pas beaucoup, mais effectivement, on va pas passer par des cabinets de recrutement classiques, quoi. Et effectivement, ensuite, le bouche à oreille, c'est pas le bouche à oreille. C'est de mettre en place du parrainage, de pouvoir dire voilà, je suis content d'être là, je vais et puis ça sur la tech ça fonctionne parce qu'ils sont quand même tous issus d'une même école. Donc quand vous réussissez à recruter un talent, qu'il ramène un copain, un autre, etc. Et puis il y a le mentoring aussi qui est quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est quoi le mentoring? Mais quand vous avez quelqu'un qui, quand on n'a pas tous les cycles de formation encore prêts, de pouvoir avoir des personnes qui se positionnent en experts et qui vont apporter leur expertise et qui vont la donner aux autres sur de la tech, sur du dev, quand ils ont quelqu'un qui les challenge. Eh ben, c'est absolument extraordinaire. Et moi, j'ai un cofondateur qui est à la tête de l'innovation aujourd'hui chez Habiteo, qui a passé la main sur tout ce qui était la partie opérationnelle, mais qui reste là en tant que mentor. Il arrive, il est capable d'avoir décrypté tout ce qu'ils ont fait, et il leur dit et il leur redonne une direction. Eh ben, ça stimule, ça emmène, et on peut faire la même chose sur tous les métiers. J'ai l'impression que vous nous parlez d'un maître Yoda du coding là, mais c'est qui ça. Arriverait, qui lirait dans la matrice. Mais c'est ça, mais c'est ce qui fait que les gens restent en fait. Encore une fois, parce qu'il y a 2-3 personnes qui les bluffent, et puis finalement c'est l'expertise d'une direction d'agence qui tout d'un coup va aller en rendez-vous avec eux et va leur montrer comment est-ce que se déroule un rendez-vous. Et ben c'est exactement la même chose. Ça c'est du mentoring, je pense, et qui fait que les gens restent parce qu'ils sont bluffés. Karine, vous vouliez réagir justement sur ce mentorat, bon peut-être pas dans le code, mais ça peut être aussi sur de l'expérience en transaction. J'adore, on est dans le transfert de compétences, de connaissances, et l'intégration, pour bien se faire, elle doit se faire comme ça au départ. David, on justement parlait de ces outils. Il y a, quand on peut se permettre la formation et la formation continue ou même la formation initiale, quand on n'est pas du sérail, du métier, c'est important rapidement d'intégrer les gens et de les mettre dans ce dispositif. C'est indispensable. Indispensable. Alors effectivement, on a la chance dans les métiers, on va dire classiques de l'immobilier, d'avoir quelques décennies d'avance et d'avoir un peu de recul, d'avoir des formations et déjà des métiers qui sont structurés,
qui se sont standardisés, même s'ils sont en mutation, d'avoir des formations qui sont structurées. Il va y avoir beaucoup de formations qualifiantes, donc ils vont se concentrer sur la compétence, mais il y a aussi beaucoup de compétences qui sont certifiantes, de diplômes, qui sont reconnus à des niveaux qui vont jusqu'au master et même au-delà. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. Donc c'est structuré, mais dans tous les cas, d'un point de vue pratique, vis-à-vis d'une agence, vis-à-vis d'un cabinet, il est absolument indispensable que le collaborateur qui intègre la structure, d'une part, commence à produire, Bien sûr. parce qu'il y a une question économique également, c'est un investissement qu'on va faire. Et d'autre part, même pour la recrue, il est absolument indispensable, et c'est ce qu'elles vont rechercher, qu'il entre directement dans du concret. Si on est trop dans de la théorie, même s'il est absolument indispensable de les former aussi sur le cadre juridique notamment ou technique, il est absolument important qu'ils mettent le pied à l'étrier rapidement. Et pour pouvoir mettre le pied à l'étrier rapidement, il faut aussi que l'employeur ou le manager soit rassuré sur le fait qu'il va pouvoir le mettre face au client, qu'il va pouvoir l'envoyer sur le terrain. Et donc, a fortiori, il faut un minimum de formation dès le début. La formation, elle existe un peu partout. Antoine, il y a une stat impressionnante. 80% des nouveaux collaborateurs reçoivent une intégration et une formation, mais d'une durée de moins d'un mois. Et du coup, il y a un décalage, vous dites, entre les attentes finalement du collaborateur qui arrive, sa déception peut-être de dire ah bah tiens, c'est ce qu'on m'avait promis, c'est tout, et ça aboutit, attention, tenez-vous bien, à ce que un tiers des nouveaux collaborateurs quittent l'entreprise pendant la période d'essai. C'est impressionnant. Ouais, alors, un mois, quand on arrive déjà à un mois, c'est déjà pas mal. Ouais. Mais je dirais que la stat qui est la plus, à mon avis, affreuse, parce que c'est 42% des nouveaux collaborateurs qui ont moins d'une semaine de formation. Donc en une semaine, apprendre les métiers de l'immobilier, qui sont quand même des métiers complexes. Il y a beaucoup de données à apprendre, à appréhender. On est sur du fiscal, de l'urbanisme, de la copropriété, du commercial, de l'humain, et blablabla, et blablabla. Il y a un moment donné, une semaine, c'est pas possible. Donc quand on rapproche les deux chiffres, c'est-à-dire 42% moins d'une semaine et un tiers qui partent en période d'essai, il n'y a pas de surprise, c'est d'une logique absolue. Ils s'y retrouvent pas, hein, Karine, à ce moment-là. En fait, ces chiffres ne sont pas tellement étonnants finalement, puisqu'on a beaucoup de personnes qui sont issues de reconversion professionnelle aujourd'hui. Donc, ils viennent sur une idée, une modélisation de ces nouvelles fonctions, et ils peuvent être très vite rattrapés par la réalité quand ils rentrent dans l'entreprise. Donc, c'est pas forcément une défaillance de transfert du savoir ou autre, mais simplement une réalisation que ce métier qu'on imaginait pour nous, finalement, il ne l'est pas. David, rassurez-moi, on est sur une semaine ou sur un mois chez Orpi ? Alors, on a différentes formations qui vont exister. De toute façon, bien évidemment, la question du mentoring, nous on parle plus de tutorat, parce qu'effectivement, comme c'est plus structuré, on est plus dans un suivi d'acquisition de compétences qui ont été effectivement standardisées, on va dire, même si chaque entreprise, chaque structure, chaque secteur a ses particularités. Donc non, on est au-delà. En fait, on a effectivement des parcours d'intégration qui sont beaucoup plus courts, qui eux vont durer approximativement effectivement 2 semaines pour le tout début, c'est-à-dire le minimum pour pouvoir les envoyer sur le terrain. Mais ils sont accompagnés par la suite, et bien évidemment, soit d'un point de vue du tuteur, mais également d'un point de vue des formations que l'on a. Alors on a plusieurs formats, distanciel et présentiel, et de l'accompagnement même au niveau du GIE. Donc chaque GIE a également il y a une émulation qui est mise en place pour pousser les personnes dans une culture de formation et de monter en compétences. À côté de ça, on a le plaisir d'avoir également des formations certifiantes, dont les CQP, certificats de qualification professionnelle, qui sont des vrais diplômes aujourd'hui portés par la branche immobilière, et qui notamment nous permettent de capter, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, qui permettent de capter des profils qui veulent se former au métier de l'immobilier sur une durée suffisamment longue et de les mettre dans un état d'esprit de formation suffisamment longtemps pour qu'ils puissent devenir opérationnels. Suffisamment longtemps, c'est 7 mois. Jean-François, j'ai une question sur justement les profils. Quand vous les voyez arriver, on sait qu'il y a des gens qui sont un petit peu allergiques à l'école, entre guillemets. Non, mais c'est vrai, il y en a, ils aiment pas se mettre devant un ordinateur pour le e-learning, ils préfèrent le terrain tout de suite. Est-ce que vous arrivez à les détecter, voire à les mentorer pour justement avoir une approche aussi différente ? Alors vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que c'est compliqué quand on arrive dans un nouveau métier soit de suivre que de la formation en salle ou en e-learning, parce qu'on ne voit pas le métier. Donc pour répondre à ça, ce qu'on a fait, c'est qu'effectivement une première formation d'une semaine pour les prémices du métier, et ensuite on va faire une chose, c'est qu'on va leur attribuer un parrain ou une marraine à l'intérieur de l'agence. Et ils vont être en doublon, c'est-à-dire qu'ils vont faire le métier
mais avec quelqu'un qui les accompagne. Et ils vont être comme ça, confrontés à chaque situation, les voir en réalité et pouvoir ensuite se former dessus. Et on a mis en place une deuxième chose qui est un coaching formation permanent. C'est-à-dire qu'il y a 2 matinées de formation à l'intérieur de l'agence toutes les semaines qui sont animées par des managers. Les collaborateurs s'inscrivent en fonction de leurs besoins, ils ne sont pas obligés d'y aller. Chacun y vient, ça dure 1h30. D'accord. Et c'est sur un point de métier très précis. Et ça fonctionne parce que c'est pertinent. C'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Et ça, c'est un vrai ça marche. Jeanne Massard, aussi, le fait d'accompagner justement cette notion de progressivité, mais surtout d'accompagnement qui est mise en place dès le début, c'est important dans tous les métiers. C'est extrêmement important dans tous les métiers et même dans les métiers qui s'inventent. La création demande aussi un énorme accompagnement. Donc effectivement, quand on est start-up, qu'on n'a pas structuré les choses au début, on n'a pas encore une fois ces plans de formation, mais l'accompagnement, le binôme, l'échange et de continuer encore une fois d'offrir l'opportunité d'avancer et ensuite de transmettre. Donc la transmission des connaissances et la co-création d'un certain nombre de process, eh bien c'est ce qui peut faire que l'investissement en fait c'est les investir, c'est leur job, c'est la boîte, il faut qu'ils en soient fiers. Ils doivent se sentir, ils doivent porter la marque autant que les dirigeants. Et je pense que c'est à partir du moment où on a réussi à créer cet ADN que finalement, on est sur la route pour emmener des choses bien plus haut. La co-création, c'est quoi? Vous avez un exemple concret de choses qui ont pu être réalisées comme ça avec les collaborateurs? La co-création, à chaque fois, finalement, on investit quasiment toutes les équipes sur les nouveautés produits. Bien sûr, l'innovation, il y en a quelques-uns qui ont l'esprit qui va plus vite que les autres et qui vont chercher une idée par-ci par-là. Mais après, elle est structurée avec tout le monde et avec toutes les compétences. C'est-à-dire que mettre un nouveau produit sur le marché, si les commerciaux qui sont sur le terrain avec l'ensemble des clients n'ont pas relever les besoins et expliciter et ne sont pas convaincus de ce qu'ils vont emmener, votre nouveauté elle va pas fonctionner. Donc d'un côté le marketing, de l'autre côté le commercial, d'un autre côté les ingénieurs et le reste, finalement c'est ça la co-création, c'est comme ça qu'on peut lancer des nouveaux produits sur le marché. Effectivement, on regarde maintenant le profil, on en a parlé un petit peu, la reconversion, là aussi Antoine, est statistique étonnante, on en a parlé, 84%, attention, des professionnels de l'immobilier viennent d'une autre carrière. Ouais, c'est plus de 8 sur 10. C'est énorme. Mais alors, quand on interroge, c'est pas les gens qui sont en reconversion actuellement. Oui. Parce que ça, quand on interroge les candidats, c'est 1 sur 2, ce qui est déjà énorme. Mais c'est quand on interroge tous les professionnels, ceux qui sont en poste. Donc, ça peut être des patrons d'agence, ça peut être des négociateurs, ça peut être des collaborateurs. En fait, ils ont, pour la plupart, tous eu une expérience professionnelle qui soit autre que l'immobilier. Ils viennent pas tous du sérail, ils n'ont pas fait d'école, ils ont peut-être une première carrière professionnelle. Et en fait, ils arrivent tous vers l'immobilier. Moi, j'en suis un bon exemple, puisque j'étais RH au démarrage et j'ai fini agent immobilier avant d'être ce que je suis aujourd'hui. Je ne sais pas autour de la table si vous êtes. Alors tiens, un petit tour de table, Karine Giraud. C'est intéressant. Je viens pas de l'immobilier, moi à la base, je viens de la comptabilité et de la finance. Oui. Donc je travaillais en cabinet de commissariat aux comptes et mon mari, lui, était commercial, mais pas du tout dans l'immobilier. Mais comment on fait pour du livre de compte en plus carrière quand même des FCG, c'est compliqué quoi. Il faut ingurger tout ça et puis finalement on passe à l'immobilier. Il faut une formation en accéléré en droit de l'immobilier, dans tous les éléments dont on aura besoin. Donc ça, chez Orpi, on a la chance de l'avoir en natif. Et puis après, c'est beaucoup de travail personnel. Oui. Mais avant ça, il faut une petite flamme quand même. Il faut une grosse flamme. Oui. Ou c'est un ras-le-bol aussi peut-être des chiffres comment c'est le PGC là Non, en l'occurrence, je pense que comme beaucoup d'aventures chez Orpi, elles ont commencé par une amitié et on a été happé chez Orpi alors qu'on était dans nos métiers respectifs et puis on ne regrette pas l'aventure. Non, parce que ça se développe très fort de votre côté. Jean-François? Alors moi j'étais manager chez Decathlon. Ouais. Et quel rayon? Randonnée, nature. Voilà. D'accord. Et en fait, c'est le hasard. En fait, je voulais montrer mon entreprise. Je ne savais pas dans quel secteur d'activité je voulais créer. Et j'ai rencontré le milieu de l'immobilier et je suis allé dedans. Je suis rentré dans une agence Orpi en tant que conseiller, puis manager.
Et puis ensuite, j'ai rencontré beaucoup de gens chez Orpi, puisqu'en fait, on a une force, c'est que notre réseau coopératif fait que tous les patrons se rencontrent régulièrement, qu'on peut échanger sur nos bonnes pratiques, qu'on peut se former, aller voir ce qui se fait de bien chez nos confrères. Et donc, on a naturellement cette entraide qui existe et qui permet à d'autres de justement aussi venir vers ce métier. Bon, David n'est pas agent immobilier, mais il est issu d'une autre formation. J'ai le plaisir d'avoir été formé aussi à l'immobilier à l'origine. Ah, vous êtes un pur produit. Psychologie dans Vous un êtes resté premier temps. dedans. Ouais. Rien à voir. Et puis ensuite, effectivement, immobilier. Donc oui, je suis tombé dedans assez tôt. Ouais. Et Mais pour l'instant, vous y restez. Et Jeanne, profil Non, multitâche. 5 vies avant. Non, ça j'ai serait trop long, il commencé- faudrait faire toute une émission, il ne nous reste que 10 minutes, donc on fera une émission spéciale sur Jeanne Massa. Antoine, on continue justement sur cette reconversion, ça veut dire, voilà, les profils, et d'ailleurs, c'est pourquoi 9 employeurs sur 10 se disent rechercher des profils en reconversion. Est-ce que, avant que vous répondiez, Karine, est-ce que c'est le cas? C'est des profils, vous dites là, c'est plus intéressant peut-être d'avoir une seconde vie, d'avoir déjà venir avec un background, avec des acquis? Nous, on les adore, ces profils-là, parce qu'ils pensent différemment. Et à titre personnel, à l'agence, on n'a que des gens qui ne sont pas issus de l'immobilier. Alors, ça ne s'est pas fait par choix, mais ça s'est fait par opportunité. Et c'est des gens qui se remettent en question, qui ont tout à apprendre et ils ont envie de montrer ils ont déjà envie de se prouver qu'ils sont capables de faire les choses. Et du coup, ils mettent beaucoup d'implication dans leurs actions et c'est vraiment des profils qu'on adore. Les secteurs les plus pourvoyeurs sont Alors, lesquels? j'ai pas l'étude sous Alors, les yeux, je donc l'ai. mais je vais le faire Mais vous de le savez. tête. Hein. Je sais que l'assurance finance plaît beaucoup, la restauration plaît énormément, Ouais. parce que c'est des secteurs où ça travaille beaucoup. Les horaires font pas peur parce qu'ils ont l'habitude de commencer tôt, de finir tard, avoir des pauses. Donc ils sont dans une activité, un dynamisme qui plaît beaucoup. Et après, je sais plus trop, donc je vais vous laisser nous dire. Commerce et artisanat, effectivement. Finance, assurance, donc la compta, on n'est pas très loin. Hôtellerie, restauration, effectivement, est dans le top 3. Rayon Décathlon, non, il y a ça, il n'y a pas, mais ça peut arriver aussi. Ouais, effectivement. Et puis, surtout, c'est aussi le désir de faire quelque chose d'autre, d'être son propre patron aussi. Je pense que c'est ça aussi qui vous animait. Et voilà, d'avoir une expérience professionnelle et quelque chose qui va nous appartenir finalement. C'est ce qu'il y a de plus beau et je pense qu'au-delà du recrutement, c'est ce à quoi on doit penser systématiquement quand on accueille un nouveau profil. Finalement, c'est la fidélisation et c'est ce qui nous permet, parce qu'aujourd'hui, on est tous obligés, quel que soit notre métier, d'être en recrutement permanent. Et finalement, la meilleure arme contre cela, c'est la fidélité de nos salariés et de nos équipes. Alors, il n'a échappé à personne qu'on a vécu une petite crise sanitaire et qui a bouleversé quand même l'ensemble du monde du travail avec des nouvelles façons de travailler. On peut travailler de n'importe où, on négocie âprement, je pense que Jeanne, ça vous arrive, pour peut-être faire du full remote, 100% télétravail pour ceux qui veulent. Pour les agents immobiliers, c'est un petit peu plus compliqué, il faut quand même aller au contact du client de temps en temps. Qu'est-ce que ça a changé pour vous à votre niveau? Les nouvelles générations qui arrivent, elles négocient davantage, comment ça se passe, Jeanne? Pas grand-chose. Parce que, encore une fois, on est dans un ADN où le remote C'est déjà le cas. était déjà existant. Après, ce qui a changé, c'est que sur certaines populations, effectivement, j'aurais jamais imaginé faire du remote sur du service client ou sur des commerciaux. Ça, c'est des choses que la crise sanitaire a installées. Oui, finalement, les commerciaux, ils n'ont pas besoin d'être à côté de nous pour qu'on voit le fruit de leur travail. Et de toute façon, ils sont la plupart du temps sur le terrain. Donc, sans être en remote, on est sur la même chose. Et pour les services clients, oui, bien sûr, il y a des horaires. Donc c'est là, il faut être disponible pour le client, mais vous pouvez être disponible sur le client ailleurs. Et ça aussi, ça a véritablement changé. Après, c'est comment est-ce qu'on anime les équipes à distance et comment est-ce qu'on conserve l'ADN et l'état d'esprit de l'équipe. Et ça a été la grosse expérience, je pense, pour beaucoup d'entreprises, qui a été celle issue de la crise sanitaire. Comment est-ce qu'on conserve le lien social, comment est-ce qu'on le crée, comment est-ce qu'on le monte en puissance en étant à distance. Plein de petites routines,
des choses très sympathiques. Et puis aujourd'hui, je pense que c'est des choses qui sont complètement installées, mais pas seulement dans les nouvelles générations d'entreprises. Dans la rétention justement des talents, on sait que la formation, on en a parlé avec David, y contribue. Aujourd'hui, il n'échappe à personne, là aussi c'est l'actualité, qu'il y a des négociations salariales qui sont en cours. Que vous disent là vos salariés ou je ne sais pas d'ailleurs si ce sont des salariés que vous recrutez ou des indépendants. Jean-François. Alors, nous avons les deux statuts. Nous avons des salariés et des indépendants. Oui, effectivement, il y a eu chez nous aussi des revalorisations salariales. On en a fait. Ça négocie âprement en ce moment ? Ça commence. On les a devancés en fait. C'est-à-dire qu'on a pris l'initiative en sentant ce qui arrivait. Et puis c'est une réalité. Il faut dire qu'un collaborateur, on va finir l'année à presque 10 points d'inflation. Donc son pouvoir d'achat il est grignoté. Donc on a voulu nous anticiper ça, augmenter les salaires pour que les gens justement continuent à se sentir bien dans leur métier. Et après, il y a quand même un plafond, on ne peut pas aller au-delà de ce que peut faire l'entreprise. Bien sûr. Mais en tout cas, on attache une importance particulière là-dessus, et c'est un sujet qu'on n'élude pas. Voilà, on apprend à parler avec eux, et après, pour ce qui est du statut, puisque c'est votre deuxième question, les gens choisissent le statut, c'est-à-dire que comme on va leur permettre de choisir leur poste, leur évolution soit en interne, soit en verticale, on va aussi leur permettre de choisir le statut. Et on a des gens qui ont choisi de passer d'un statut salarié à un statut d'agent commercial. Et on les accompagne. Et on s'adapte en fait à ça. Intéressant, puisque votre étude, Antoine, montre que dans l'immobilier, c'est 47-53. Grosso modo, on a vraiment 50-50 les deux profils. Oui, alors en fait, quand on interroge les employeurs, on leur demande effectivement vous recrutez quel statut. Donc c'est 53% salariés et 47% indépendants. Mais ce qui change, et c'est ça qui est intéressant, c'est que le recrutement étant de plus en plus difficile et malgré tout les collaborateurs cherchant d'abord des statuts de salariés, il y a une ouverture d'esprit des employeurs qui avant étaient assez fermes sur leur volonté de ne recruter que des indépendants et aujourd'hui s'adaptent à la situation et disent bien sûr, après tout, si j'ai un bon profil et qu'il veut être salarié, eh bien, pourquoi pas. D'ailleurs, c'est ce que fait Jean-François. Visiblement, si vous avez les deux statuts, c'est que probablement on s'adapte. Donc, il y a une ouverture d'esprit qui est plus importante sur ce statut-là. Et c'est pas ça qui est important, c'est le profil du candidat qui va être retenu. Alors, revalorisation salariale, en tout cas négociation ferme du côté du Tarn-et-Garonne. Qu'est-ce qui se passe du côté de Lyon, Karine Giraud ? C'est assez paisible également parce qu'on est tous conscients des problématiques terrain et je pense qu'il y a de bons échanges. On est quand même des acteurs avec beaucoup de proximité tant envers nos clients qu'avec nos salariés. Nous sommes de petites équipes, donc le lien se fait naturellement et tout ça se fait en douceur. Et du côté de la PropTech, du côté de la PropTech, il y a beaucoup de choses qui peuvent être autres que le salaire. On peut intéresser les salariés à l'entreprise. Il y a beaucoup de mécaniques qui en fait permettent d'apporter des contrebalances à une valorisation de salaire qui ne peut pas toujours être là parce que nos sociétés sont plus fragiles que les autres. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est quand même la première des choses, c'est de pouvoir revaloriser, d'apporter des avantages quand les avantages ne sont pas là et de d'autres pouvoir... formes d'intéressement finalement. Oui. Ok, avantages en nature, voiture de fonction. Non, pas voiture de fonction. Non, pas voiture Non. de fonction. Ça, c'est plus demandé d'ailleurs. Ça peut être demandé, mais le forfait mobilité est très demandé. Maintenant, on veut un vélo électrique. On veut pouvoir, pouvoir venir en vélo, avoir un peu d'emplacement vélo, etc. Ouais. Jean-François. Oui, plus que le salaire, je rejoins ce qui vient d'être dit, on a des collaborateurs qui ont besoin aujourd'hui de pouvoir adapter leur temps de travail au moment de leur vie. Je vais prendre un exemple, c'est qu'on a un de nos collaborateurs qui était là depuis 9 ans, qui a été papa et qui m'a dit je veux passer à 4 jours de travail hebdomadaire. Je lui ai dit bien sûr, tu vas passer à 4 jours de travail hebdomadaire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'était le plus gros producteur de l'entreprise, en bossant 4 jours par semaine. Ah oui. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on soit ouvert à ça. Ouais. C'est contre-intuitif, mais on peut avoir ce genre de comportement. Et en fait, le rapport entre mon temps de travail et mon temps perso, aujourd'hui, il est rebattu un petit peu. Il va pouvoir répondre à un mail ou appeler un client sur un jour de repos, mais par contre, il va avoir besoin de temps pour lui, pour son enfant, à ce moment-là. Et je crois qu'il faut qu'on soit aujourd'hui très souple là-dessus. David, une dernière réaction. Je voulais juste réagir effectivement à la question de la rémunération.
notamment pour les métiers commerciaux, les métiers de conseiller immobilier, il faut savoir qu'ils sont dans une obligation de résultat. Ce qui induit qu'effectivement, autant pour l'entreprise que pour lui, plus il va produire, plus chacun va pouvoir gagner. Donc il n'y a finalement pas vraiment de plafonnement, si ce n'est qu'effectivement le temps qu'on va avoir pour pouvoir produire et pour pouvoir rentrer et sortir surtout des mandats. Donc effectivement, en réalité, la production ou la productivité n'est pas forcément liée au temps qu'on va passer, mais surtout, et je reviens sur la question de la formation, ce qu'on va faire pendant le temps où on va travailler, avec quelle efficience on va travailler. Oui, et on le voit bien, on peut faire en 4 jours beaucoup plus finalement que glandouiller en 5 jours ou même en plus. Voilà, petit message. On arrive au terme de cette table ronde. On en sait un petit peu plus donc sur ce recrutement version 2022. On renvoie à l'étude de Recrutimo. Alors elle est sur le stand pour ceux qui sont parmi nous. Elle est sur Internet, j'imagine, Antoine. Pas encore. Pas encore. On attend une sortie officielle sur le journal de l'agence en décembre et à partir de là, on la donnera à tout le monde. Ah, on la donnera à tout le monde, d'accord. Bon, on l'a en exclusivité, on la garde. Et vous nous avez partagé quand même les grandes lignes et on vous en remercie. Antoine Ménard, donc CEO, fondateur de Recrutimo, un grand merci. L'équipe d'Orpi, Karine Giraud, présidente du GIE Lyon. Merci. Merci à vous. Et Jean-François Bastide du GIE Tarn-et-Garonne. David Gionon pour le directeur adjoint d'exploitation du réseau Orpi. Et Jeanne Massa, cofondatrice d'Habitéo et papesse de la PropTech. Ici, vous êtes chez vous, sur le Rhin. Un grand merci à vous tous, public, d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir suivis. Et à très bientôt. On vous souhaite un excellent salon du Rhin. À très bientôt.